Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette quatrième et dernière séance de ce cycle de cours-conférences autour de la production d'ignorance. Nous accueillons aujourd'hui le professeur Michel Hubert, qui est docteur en sociologie, professeur en retraite de l'Université Saint-Louis Bruxelles et encore actif à l'Université de Bruxelles, où il enseigne en particulier la sociologie des mobilités. Alors, il a toute une série d'autres fonctions annexes à la ville et à la campagne. Je ne vais pas toutes vous les détailler, sinon on est encore là demain. Si on a tenu à avoir Michel avec nous ce soir, c'est parce qu'il fait partie d'un certain nombre de chercheurs enseignants qui ont été interloqués, on va dire, par le projet du métro 3, qui est un projet qui défraye la chronique à Bruxelles depuis plus ou moins une décennie au moins, qui a porté avec d'autres un regard critique sur ce projet. Et donc c'est un méga projet, comme les Jeux Olympiques ou comme le survol de Bruxelles hier. Il y a des productions d'ignorance à tous les étages qui se déploient. La différence sans doute fondamentale avec les cas qui ont été montrés hier, c'est que ici, ce n'est pas vraiment les citoyens qui produisent l'ignorance, c'est plutôt les porteurs du projet et uniquement les porteurs du projet et dans une certaine mesure le monde politique, mais il n'y a pas des conflits entre citoyens comme il peut y avoir dans le cas du survol de Bruxelles. Donc ça va nous faire un cas d'étude largement différent et donc on a le plaisir comme ça en 24 heures de passer des heures au sous-sol et donc je passe la parole à Michel Hubert. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric pour cette introduction et pour m'avoir invité à présenter plus longuement ce dossier qui est quand même assez complexe. J'ai eu l'occasion de parler hier dans l'émission Le Monde en direct sur la première et je trouve toujours très difficile en quelques minutes d'évoquer ce projet en devant répondre à la fois aux journalistes, à des questions du public, des auditeurs et un interlocuteur plus tibien que l'astype en face de moi. Donc merci pour cette occasion. Et voilà, enfin, tu as présenté mes centres d'intérêt, le fait que je sois sociologue des mobilités, mais aussi de la ville en général. Donc à ce titre-là, cette question m'intéresse, mais aussi parce que j'ai longuement enseigné les méthodes de recherche et l'épistémologie des sciences sociales. Donc le prisme par lequel tu nous invites à aborder ces différentes thématiques est intéressant de ce point de vue-là également. Alors, vous verrez que j'ai assorti mes slides de la couleur orange, qui était la couleur des premières rames de métro de Bruxelles. Petit clin d'œil. Alors, c'est peut-être pas nécessaire pour beaucoup d'entre vous, mais pour être sûr qu'on soit tous au clair par rapport à ce dont on va parler ce soir, quelques mots sur c'est quoi ce projet de métro 3. Donc, vous voyez la carte ici, hein, vous connaissez le réseau actuel. Hein, en gros, il y a un gré. Voilà. Vous avez les premières lignes, les plus anciennes lignes qui sont des lignes est-ouest avec deux ramifications de part et d'autre. Et vous avez ce qu'on pourrait appeler la Circle Line, même si elle n'est pas tout à fait Circle comme à Londres, qui est la ligne de la petite ceinture élargie au canal. Et donc l'ambition de ce projet de métro 3 est d'avoir une ligne supplémentaire nord-sud de Uccle. En principe, ici, elle est limitée à Albert jusqu'à Bordet à Evere. Alors, c'est important de savoir qu'il y a deux volets à ce projet. Il y a d'une part la métroification, si on peut dire, du tunnel existant entre Albert à Forêt et la gare du Nord. Le prolongement ensuite, c'est donc la création d'un nouveau tunnel, le creusement d'un nouveau tunnel en grande profondeur, jusqu'à 30 mètres de profondeur au tunnelier
jusqu'à Bordet, jusqu'à Evere, donc à peu près 4,5 km de tunnel pour cette station. Et puis l'extension vers le sud, vers Uccle, qui est pour le moment plus ou moins vaguement mise à l'étude, même s'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour le moment à ce sujet-là. Alors, deux tronçons, 2 mètres d'ouvrage pour le tronçon existant, donc la métroification du tunnel qui fonctionne aujourd'hui en pré-métro. C'est la STIP qui est maître d'ouvrage, avec un ouvrage important à réaliser, qui est déjà pour une bonne part réalisé, qui est le creusement d'un nouveau tunnel entre la gare du Midi et Anne-Essens, avec le passage sous le palais du Midi, dont on va parler dans un instant. Et puis après, il y a l'adaptation de l'alimentation, de la signalisation, de la hauteur des quais, etc. Et évidemment, les terminus à aménager, en particulier à Albert. Il y en a déjà un qui est une ligne de tram, le tram 51, qui a été limité à Albert, avec une correspondance donc, pour les usagers qui viennent du sud d'Uccle par cette ligne. Et puis l'autre volet, donc le nouveau métro, enfin le nouveau tunnel, le métro Nord, pour lequel c'est Belliris qui est maître d'ouvrage. Bon, là, il y a d'abord l'aménagement de l'arrière-gare du Nord. Donc, c'est un autre chantier qui est en cours. Donc, c'est le seul chantier qui a démarré par rapport à cette extension vers le Nord. Et puis, il y a le creusement de ce fameux tunnel dont je parlais il y a un instant. La construction aussi d'un dépôt à Rennes, et le parachèvement et les techniques spéciales pour toutes ces infrastructures. Alors, vous le savez sans doute, ce projet est actuellement à l'arrêt. Il y a 2 gros problèmes majeurs. Quand je parle de projet à l'arrêt, je parle surtout du tronçon existant, puisque c'est là que s'active le chantier pour le moment, avec donc 2 gros soucis. Le passage sous le palais du Midi, et d'autre part, le passage sous la gare du Nord. Donc, ce sont des chantiers qui sont indispensables pour la mise en service d'un éventuel métro 3 et même d'un demi-métro 3 si d'aventure certains voulaient continuer dans cette voie. Deuxième gros problème pour le moment, c'est les dépassements budgétaires. On ne sait plus très bien où on en est, à vrai dire. On parle de près de 5 milliards aujourd'hui. Si j'ai repris le tableau d'un dossier qui a été publié par le magazine Médor l'année dernière, on voit l'évolution en quelques années, de 2018 à 2023, des budgets sur l'Albert Nord. On passait de 552 à 1 million à 1 milliard 283, d'1,6 million à 4,5 millions pour le total. Sachant que pour le tunnel Nord-Bordet, on n'a pas encore commencé les travaux. Donc, ce sont actuellement des prévisions sur base d'offres éventuellement qui auraient été faites par les entrepreneurs. On n'est pas à l'abri de nouveaux incidents ou retards. Alors, ce sont justement sur ce marché d'extension vers Evere que le gouvernement a jugé que les montants proposés par les consortiums d'entreprises étaient excessifs, qu'il fallait donc négocier. Mais donc, pour le moment, tout ça est un petit peu à l'arrêt. Et donc, voilà, je pense qu'on peut sans exagérer, considérer que ce projet, à ce stade-ci, est déjà un fiasco, puisqu'il n'y a plus de date pour la mise en service d'un éventuel demi-métro entre Albert et Nord. On parlait de 2032, mais aux dernières nouvelles, ce ne sera déjà plus possible. Pas de financement non plus pour l'extension vers Evere, et une catastrophe pour les habitants, les commerçants et les usagers du quartier Stalingrad, où les travaux auraient dû se terminer l'an dernier et où on leur annonce au moins une dizaine d'années de travaux supplémentaires. Entre-temps, pas d'investissement sur cet axe, sur toute l'offre de transport vers le nord de Bruxelles pour les voyageurs. Donc ça fait quand même quelques années maintenant que ce projet est en route, une quinzaine d'années, et pendant ce temps-là, c'est le statu quo en termes de capacité, en termes d'amélioration de la vitesse commerciale, etc., de ces services.
Alors, ce reste néanmoins l'occasion de penser et d'agir autrement. Je reprends ici un deuxième tableau qui était publié dans le magazine Médor. Je ne vais pas vérifier les chiffres, la source est le gouvernement bruxellois. Mais le dernier chiffre en bas à droite, 2,9%, qui est le taux de dépense sur le métro Nord, donc l'extension vers Bordeaux, nous indique qu'en fait, rien n'est encore engagé, à part les études. Cette partie du projet, l'extension vers le nord, peut être arrêtée immédiatement sans conséquences majeures en termes de finances publiques. Sur le premier tronçon, on est plus loin. Sans doute que ces chiffres ne sont déjà plus tout à fait à jour. Donc là, on verra tout à l'heure ce qu'on peut en dire. Alors, l'exercice qui était demandé, c'était... est-ce que c'est clair d'abord ce projet de métro 3? Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Est-ce que vous voyez bien maintenant de quoi il s'agit? Pas de souci. OK, merci. Donc, l'exercice demandé, c'était d'aborder ce cas sous l'angle des mécanismes de production d'ignorance, l'approche agnotologique. Je ne connaissais pas ce terme que Mathias Girel nous a introduit, auquel Mathias Girel nous a introduit la semaine dernière. Donc là, l'agnotologie étant la science ou la connaissance de l'ignorance, pour ceux qui en font leur objet d'étude. Alors, j'ai évidemment commencé par lire le petit ouvrage de Mathias Girel, Science et territoire de l'ignorance. Je suis venu l'écouter aussi, évidemment, la semaine dernière. Et donc, je vais émailler mon exposé d'un certain nombre d'éléments que j'ai retenus de son exposé pour essayer d'appliquer son approche, ou en tout cas ce questionnement au cas d'étude ici. Alors, je cite quelques extraits. L'ignorance est la connaissance des limites de la connaissance dans un certain domaine, croissant avec la connaissance. Plus on sait, plus on connaît, on entrevoit les limites aussi de ce qu'on sait. La science est alors vue comme l'ignorance pleinement consciente d'elle-même. Ou encore, il s'agit de s'intéresser aux mécanismes de production d'ignorance, autrement dit aux causes de l'ignorance. Et ceux-ci peuvent être... les mécanismes peuvent être soit intentionnels, stratégiques, souvent quand il s'agit de défendre des intérêts, ou inintentionnels, structurels. Je crois que c'est un synonyme qu'il utilisait lors de sa conférence, lorsqu'on vise des contextes qui favorisent certaines priorités de recherche au détriment d'autres, lorsqu'on a affaire à des angles morts au niveau de la connaissance, où on voit que la recherche manque de temps ou de moyens pour aborder toute une série de questions, ou lorsque tout simplement des recherches échouent, par exemple. Et je termine par une dernière citation. « Dire ce que l'on ne sait pas, c'est aussi refuser d'être gouverné au nom de ce que personne ne peut savoir. C'est une forme de résistance tranquille au discours des puissants qui s'appuieraient sur des propos pseudo-scientifiques. Je pense que c'est effectivement assez salutaire comme approche au jour d'aujourd'hui. Alors, pour aller dans cette voie, j'ai essayé de mener l'enquête pour tenter d'identifier ces mécanismes de production d'ignorance dans le cas du métro 3. C'est un travail qui n'est pas aisé parce que Girel le souligne lui-même, il ne suffit pas de faire une attribution d'ignorance en disant voilà, un tel dit n'importe quoi. Enfin, il faut pouvoir le démontrer, et donc il faut faire un travail empirique que je n'ai pas la prétention d'avoir terminé ici. Et donc, vu que je vois dans la salle plusieurs personnes qui connaissent bien le dossier, je vous propose de mener ensemble, et avec le temps de discussion qu'on aura tout à l'heure, un travail collaboratif pour compléter, corriger ce que j'aurais pu avancer ce soir. Je vais me focaliser sur 3 points. J'espère ne pas être trop long. Frédéric me dira quand j'approche de la fin. Le premier, ce sera le plus long, portera sur l'opportunité du projet, avec une approche rétrospective assez importante.
Le deuxième, c'est la perte d'expertise dans le souterrain que tout le monde s'accorde à observer aujourd'hui. Et puis le troisième concerne les alternatives. Alors sur l'opportunité du projet, donc sur le premier point, je cite encore Girel, et je suis un peu ses conseils, quand il recommande de recourir à l'histoire et à la sociologie, ça tombe bien, pour retracer des parcours, des logiques, des continuités plus profondes qui peuvent échapper aux acteurs du champ concernés eux-mêmes. On verra dans un instant un premier cas de ce type de logique. Il évoque une certaine forme d'historicité, de dimension contextuelle dans nos attributions d'ignorance. Nous n'ignorons que ce que nous pourrions connaître dans l'état actuel du savoir, ou en tout cas à partir des ressources actuellement disponibles pour poser nos questions et y répondre. Ça s'applique aussi évidemment aux périodes antérieures. Et il nous recommande également d'être attentifs aux porteurs de l'ignorance et d'éviter de parler de l'ignorance comme d'un phénomène impersonnel. Donc j'essaierai d'identifier un certain nombre d'acteurs aussi, de positions dans le champ concerné ici. Alors, parler d'historicité, ça a évoqué chez moi des souvenirs de quand j'étais étudiant, puisque à l'époque, plusieurs de mes professeurs ne juraient que par Alain Touraine, qui est décédé il y a 2 ans seulement, à l'âge de 98 ans, qui était un sociologue très très populaire à l'époque, dont on a un peu moins parlé par la suite, mais donc qui a produit notamment beaucoup d'ouvrages, mais son ouvrage théorique de base s'appelle Production de la société, une somme de 543 pages en 1973, et l'historicité est au cœur de cet ouvrage. Alors je me permets de citer rapidement le résumé de l'ouvrage, quand il dit qu'une société n'est pas seulement un organisme qui maintient ses règles et son organisation, elle est aussi capable de modifier ses normes et ses objectifs pour s'adapter à des changements internes et externes. Plus encore, elle crée ses orientations, elle donne un sens à ses activités et transforme ce sens en conduite. L'expérience des sociétés contemporaines rend de plus en plus visible cette production de la société par elle-même, par la connaissance, l'investissement et l'image qu'elle se forme de la créativité. Ainsi se définit l'historicité. Et donc, il y a 3 dimensions pour Touraine dans l'historicité. C'est la connaissance qui crée un état des rapports entre la société et son environnement, les moyens d'investissement qui sont les moyens d'action, d'intervention dans le fonctionnement matériel de la société, et puis l'image que la société se forme de la créativité, ou ce qu'il appellera le modèle culturel, qui définit l'emprise pratique de la société sur son propre fonctionnement. Je ferme cette parenthèse un peu théorique, simplement pour dire que je vais reprendre ces 3 catégories pour traiter de ce premier point sur l'opportunité du projet de Métro 3. Et je vais décomposer ce premier point en 3 séquences qui sont dictées par... vous allez le voir, l'évolution du projet. Et je fais commencer cette première séquence à 1962. Alors pourquoi remonter si loin dans le temps? Eh bien tout simplement parce que le projet de Métro 3 dont on parle aujourd'hui date en réalité des années 1960 et s'inscrit dans le plan global de développement d'un métro pour Bruxelles. Donc vous avez ici ce plan qui a été publié dans la petite brochure donc vous avez en médaillon la couverture qui s'appelle Métro, point d'interrogation, oui, point d'exclamation, avec un grand enthousiasme du ministère des Communications, de l'administration des Transports. C'est la 3e édition, je n'ai pas retrouvé les éditions antérieures, donc ça date de 1969. Il y a sans doute des versions encore plus anciennes de ce plan. Donc première séquence 62-89. Pourquoi 89? On va le voir, c'est la création de la région de Bruxelles-Capitale, mais c'est aussi sur cette période, la période où la production de kilomètres de métro et de stations était la plus importante. Donc on a creusé à peu près 35 kilomètres de tunnels. 61 stations ont été construites, dont 6 déjà sur le tunnel nord-sud. On reviendra sur la période suivante et la baisse de productivité, je dirais, de celle-ci. Alors, l'état des connaissances,
mais c'est assez clair. Hein, plus on prend du recul, plus les choses apparaissent clairement. Ce qui se passait à l'époque, c'est que il y a eu un réel investissement dans le souterrain, qui était un domaine d'action et d'expertise très important, ici en Belgique et à Bruxelles en particulier, avec toute une série d'expériences acquises et d'expertises qui sont d'abord la jonction Normandie, qui est un grand, long projet qui a pris pratiquement un demi-siècle, qui a été inauguré en 1952. Mais donc là, on est typiquement dans le souterrain, dans une expertise du souterrain. Les réalisations pour l'exposition universelle de 1958, avec, dans le domaine routier, la réalisation de nombreux tunnels. Ici, vous avez la place Louise, ici tout près, avec cette conjonction de tunnels routiers, mais aussi métreux. Et puis, pour cette même expo universelle, on a quand même développer le réseau de transport public, parce qu'à l'époque, le taux de motorisation n'était pas encore celui qu'il est aujourd'hui, et donc beaucoup de visiteurs venaient en transport public, et donc on était obligé, en quelque sorte, d'offrir un accès au site du Heysel en tramway. Et donc on a créé notamment ce fameux tunnel Constitution, qui est le tunnel sous la gare du Midi vers le Monnier, qui est dédoublé pour le moment par ce fameux cette boucle avec la station Stalingrad to Stielemans dont on vient de parler, et aussi un autre tunnel à De Wand tout près du Heysel. Alors cette expertise, elle s'est perpétuée, elle s'est élargie aussi après l'Expo 58. Dans la poursuite des grands travaux routiers. Alors, vous avez sans doute déjà vu cette brochure, je ne vais pas m'appesantir dessus. Bruxelles, carrefour de l'Occident, hein, ne manquait pas d'ambition à l'époque, 1956. En 59, on a eu encore une autre brochure qui s'appelait l'aménagement routier de Bruxelles. Mais donc, il faut savoir que la Belgique était un peu à la pointe du réseau de développement du réseau autoroutier en Europe, avec une figure de proue qui était Henri Undermark, qui était directeur d'administration et qui a importé en Europe le traffic engineering, la science du trafic. Je ne vais pas la détailler ici. Un collègue, Pierre Lannoy, l'a publié des articles à ce sujet. On pourrait y revenir si vous le souhaitez pendant la discussion. Mais donc, il y a eu énormément de travaux d'infrastructures routières qui ont été, et notamment souterraines, à travers tous ces tunnels qu'on voit ici tout près, à la Petite Ceinture et ailleurs. Donc, ils se sont poursuivis après l'Expo 58. Et puis, le métro, qui était la conversion, en quelque sorte, de l'expertise dans la jonction Nord-Midi, dans un nouveau projet pour Bruxelles. Et c'est vraiment une conversion, parce que vous avez ici un extrait de la couverture d'un rapport d'un certain Haril Lombard, qui était premier ingénieur au ministère des Communications, et qui en fait était aussi celui qui était en charge de recycler les membres de la société, de l'Office national pour l'achèvement de la jonction Nord-Midi, donc qui avait été mis en place pour réaliser la jonction, de les recycler dans le ministère des Communications et dans le projet de métro en particulier. Et donc en 1962, l'État national, le gouvernement national décide de créer des commissions régionales pour l'étude et l'amélioration des transports urbains dans les agglomérations de Bruxelles, Liège, des 5 grandes villes belges, et de créer aussi un comité de coordination chargé d'examiner sous une optique nationale les avis et propositions que ces commissions émettront avant de les soumettre au ministre des Communications. En 1963, donc l'année suivante, ce comité de coordination publie un rapport que vous devriez voir ici, qui s'appelle « Promotion des transports en commun dans les grandes agglomérations », tout simplement, et attribue à la STIP
la mission d'exécuter la construction d'un métro à Bruxelles. 1963, la même année, est créé au sein de la STIP le service spécial d'études qui va être chargé des études préparatoires, des plans directeurs et de l'exécution des ouvrages. Vous voyez qu'on ne chante pas, puisqu'en 1965 commencent les travaux. Donc en 3 ans de temps, entre la réflexion et l'action, il se passe très peu de temps. Alors, c'est important de comprendre le contexte. Donc, on a un ministère des Travaux publics extrêmement puissant qui a le vent en poupe avec ses projets d'infrastructures routières, etc. Un ministère des Communications qui essaie de faire entendre une autre voix qui dit, voilà, il faut quand même aussi des transports publics et qui vont donc établir une sorte de compromis qui a été bien analysé par Céline Tellier, qui, avant d'être ministre, était chercheuse en sociologie, a fait sa thèse sur le sujet, et qui a délimité en quelque sorte le champ de la connaissance. Alors, en quoi consiste ce compromis ? Consiste à dire tout d'abord que la surface, elle est nécessairement destinée à être occupée de manière privilégiée par l'automobile. On est en plein boom automobile, c'est une tendance irrésistible. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Mais, et ça c'est le point de vue défendu par le ministère des Communications, cette tendance entrave considérablement l'exploitation des transports publics dans cet espace public. On pourrait dire et inversement, hein, c'est aussi ça il ne le disait pas à l'époque, c'est l'afflux de trafic routier le trafic automobile qui va empêcher la libre circulation des transports publics. Donc par les encombrements, je cite, et les embouteillages qu'elle occasionne. Et c'est à ce moment-là déjà qu'on publie des études d'occupation de l'espace public. Ici, vous voyez en haut l'espace qui serait nécessaire pour transporter 50 000 personnes à l'heure dans chaque direction. Donc il faudrait 227 mètres. Ici, s'il s'agit d'autobus et de trolleybus, 35 mètres, 18 mètres pour des tramways, et là, je ne sais plus ce que c'est, c'est le métro. Voilà, donc le métro, c'est ce qui prendrait le moins de place, parce qu'en plus, ce n'est pas dans la voirie. Alors, comme l'aérien, quatrième élément, comme l'aérien n'est pas souhaitable dans une ville historique comme Bruxelles, le souterrain est la solution. Vous avez ici un schéma, un dessin de la station Diamant, qui était une des premières inaugurées en 1972. Je dois dire que comme jeune adolescent à l'époque, j'étais assez fasciné par ce projet où on voit, vous voyez où c'est, hein, c'est tout près de Reyers, on voit l'arrivée de l'autoroute de Liège avec toutes sortes de bretelles qui montent, qui descendent, qui rentrent dans des tunnels, et puis transversalement la station de pré-métro Diamant. Donc c'est un bel exemple de ce compromis finalement, et en même temps cette collaboration qui s'est instaurée entre les deux ministères des Travaux publics et des Communications. Et donc la suite de l'histoire, c'est que on va développer un projet de métro qui sera un projet en étoile traversant ou entourant le centre-ville historique, mais pas un maillage intégral comme à Paris ou à Londres. Donc ça n'a jamais été le projet. Donc ça, c'est quand même important de le savoir par rapport aux rêves que certains nourrissent encore parfois d'un réseau intégral de métro où on n'aurait plus besoin ni de tram ni de bus. Et donc, à cette époque-là, déjà, on voyait les choses de manière sous la forme d'une complémentarité entre métro, tramway et autobus, voire même un réseau ferré suburbain, RER, associé évidemment à l'usage de la voiture avec des parkings publics périphériques, etc. Donc, ces idées-là sont déjà fort anciennes. Avec la proposition de commencer par un pré-métro, donc ça paraissait être aussi une manière diplomatique de présenter les choses pour des raisons opérationnelles et financières. On venait de rénover le réseau, d'acheter de nouvelles, pour l'Expo 58, de nouvelles voitures. Donc, on n'allait pas tout de suite créer de nouveaux dépôts avec tout un matériel différent.
Mais malgré ça, voilà, il était clairement annoncé qu'il s'agissait de l'embryon d'un réseau qui pouvait être converti à n'importe quel moment en métro. Et d'ailleurs, ça va se faire très rapidement, puisque, on va le voir dans un instant, le passage du pré-métro au métro sur la ligne est-ouest, s'est fait après quelques années à peine. Alors, intéressant aussi de noter que dans toujours cette brochure métro, point d'interrogation, oui, point d'exclamation, on expose aussi les techniques qui vont être utilisées. Et à l'époque, ont été mises au point et utilisées 6 méthodes différentes. La planche, la fouille blindée, méthode dite bruxelloise, dont vous avez un schéma là, la paroi moulée dans le sol, la congélation, les pieux sécants et le bouclier sous le parc de Bruxelles. Donc tout a été étudié, approfondi, expérimenté dès les années 60. Avec donc la réalisation en 5 ans, entre 1965 et 1970, de 6 km de tunnel avec 10 stations sur 2 lignes différentes. Voilà, on n'a pas traîné. Et en ce qui concerne le tunnel nord-sud, là, c'était un petit peu plus tard, mais à peine, 1976, 6 stations vont pouvoir être exploitées en pré-métro entre Le Monnier et la gare du Nord. Alors, j'arrive tout doucement à la fin de la séquence, mais on n'y est pas encore, fin des années 1970. Il y a quand même une difficulté, un problème qui apparaît, c'est cette tranchée dans le vieux Molenbeek, dont on voit encore la trace aujourd'hui, puisqu'il a fallu plusieurs années avant que ce soit reconstruit. Donc une bande d'expropriation entre 18 et 25 mètres, avec la destruction de plus de 150 habitations, 780 habitants qui ont été chassés. Et donc cette tranchée a créé un véritable traumatisme à Molenbeek, et au-delà. Et du coup, par rapport au métro nord-sud, les Saint-Gillois qui savaient qu'ils seraient en ligne de mire pour les prochaines extensions, ont dit « Ok, le métro, il n'y a pas de contestation sur l'idée du métro, mais ça doit être au bouclier, comme ça a été testé sous le parc de Bruxelles. » Donc c'est important de savoir ça, parce que c'est un élément qui va être déterminant aussi dans le choix du bouclier pour l'extension nord du métro 3. Donc début à ce moment-là des travaux d'extension vers Albert. 1985, j'ai repéré qu'il y a eu une première étude déjà pour l'extension vers Evere au bouclier, à l'initiative de 2 entreprises de construction, CFE et de Lens, à la demande du service spécial d'études de la STIB. C'est la technique qui a été utilisée pour le tunnel sous la Manche, en fait. Donc c'est une machine qui creuse sous le sol à grande profondeur, généralement, mais qui nécessite quand même d'être amené sur place, donc qui nécessite d'être construite. Il faut d'abord, je ne sais plus dans quel ordre ça marche, il faut un puits d'abord, voilà, et voilà, et on rentre la machine et on la ressort de l'autre côté. Voilà. Alors, deuxième point concernant l'historicité du projet de métro, donc pour cette première séquence. Les moyens d'investissement. Alors, il faut se rendre compte qu'à cette époque, des moyens considérables ont été attribués à Bruxelles par l'État national. Ici, vous avez donc c'est Ariel Lombard. Donc j'ai découvert son nom en me documentant pour cette conférence. Je n'avais jamais entendu parler de lui, qui peut être considéré un peu comme l'équivalent de Henri Ondermatt pour les travaux routiers. Donc il est un peu le père du métro bruxellois, donc à gauche, et à droite le ministre des Communications, Alfred Bertrand, dont j'ai oublié le nom aussi, un CVP du Limbourg,
qui était ministre des Communications de 1961 à 1972. Et donc, ces deux personnages ont vraiment mené à bien ce projet sur la durée. Donc, un ministre qui était en poste pendant 11 ans et un responsable d'administration qui l'était encore plus longtemps. Et donc, quand je disais des moyens considérables, j'ai découvert que, en fait, la clé de répartition entre les villes, ces 5 villes qui avaient fait l'objet de l'étude, 50% étaient attribués à Bruxelles. Et le solde du budget non utilisé par les autres villes, chaque année, était reversé à Bruxelles également. Donc, il y avait plus de 50% du budget d'investissement dans les transports urbains qui revenait à Bruxelles par un ministre CVP du Limbourg. Donc, on a quand même changé un peu de contexte. Mais donc, beaucoup de moyens. Et aussi une volonté de conserver un corps d'ingénieurs compétents dans l'administration et dans les sociétés de transport urbain. À titre d'anecdote, c'est plus qu'une anecdote, même si ça relève plutôt du ministère des Travaux publics, mais ça donne quand même une idée du contexte. Il y a cette fameuse prime béton, comme on l'a appelée. Donc, c'est un arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du ministère des Travaux publics, adopté à l'initiative de Jos de Zager, à l'époque ministre CVP des Travaux publics. Donc, une prime qui sont décomposée en 3 parties, une prime pour mission spéciale, une prime de promotion et une prime de responsabilité. Et c'est celle-ci qui a été qualifiée de prime béton dans le Sérail, qui était réservée au secrétaire général, aux ingénieurs civils des services techniques généraux et aux ingénieurs civils attachés au cabinet du ministre. Était fixée à 0,2 pour 1000 du montant des travaux exécutés pour l'auteur de projet et à 0,3 pour l'ingénieur dirigeant chargé de l'exécution et de la surveillance des travaux. Donc, plus on coulait du béton, plus les ingénieurs étaient rémunérés dans l'administration. Mais c'était une manière aussi de les capter, de les maintenir dans l'administration et de ne pas les laisser filer dans le privé. J'ai un peu trop vite. Et dernier point qui est quand même important à rappeler, pour tous ces travaux, il y avait une main-d'œuvre abondante et bon marché grâce à l'immigration marocaine notamment, qui a permis cette réalisation rapide. Troisième dimension, donc le modèle culturel. On peut le qualifier de modèle moderniste, foi dans l'avenir et les progrès de la science, dans une croissance économique infinie et dans la capacité de maîtriser la nature. Ce sont les fameuses 30 glorieuses, 1945-1975. J'ai trouvé cette image que je trouve quand même assez exceptionnelle, sur 4 coins du bonheur, 4 portes, 4 places, avec le mari qui à la fois regarde le moteur évidemment et qui regarde amoureusement, de manière admirative, sa petite famille heureuse. Voilà, donc en bref, sur cette première séquence, état des connaissances, je dirais, production, pas très grand, production de connaissances orientée vers le souterrain, on l'a dit, fruit d'un compromis politique qui délimite le champ de la connaissance et abandonne la surface au traffic engineering. Autrement dit, pour revenir aux catégories de Mathias Girel, on pourrait considérer qu'on a ici une production d'ignorance structurelle non intentionnelle suite à la fixation de priorités d'études et à l'abandon de certaines questions de recherche. Autrement dit, on décide de ne plus s'intéresser à la question du partage de l'espace public, de la surface pour les transports publics. On laisse ça à l'automobile et on se focalise sur une expertise axée sur le souterrain. Dans l'autre sens, le vertical, il y a eu des expériences, mais on ne peut pas dire que la Belgique se soit tellement distinguée par un développement de la ville verticale, même s'il y a quelques réalisations assez emblématiques. Mais donc, voilà, une spécialisation dans le souterrain. Un projet, j'ai dit, porté par les corps techniques, les ingénieurs qui tissent une toile forte et efficace à travers les administrations, les cabinets ministériels, les bureaux d'études. Un bureau d'études emblématique à l'époque, c'est la SOBEMAP, la Société belge de mathématiques appliquées, et les entreprises de travaux publics.
Et ces ingénieurs assurent la continuité des projets. C'est la force des corps techniques, comme l'ont souligné Bénédicte Zitouni et Céline Tellier dans un article dans Brussels Studies. Avec des moyens d'investissement importants, j'aime bien reprendre la catégorisation chère à Christian van der Motten des phases, des cycles de contrat dièse. Donc on est là typiquement dans un cycle qui est celui de la phase A fort 10 du 4e contrat dièse, donc entre 48 et 74, vraiment une phase ascendante, même si on est déjà sur la fin avec après la première crise pétrolière, sur un moment où il y aura une cure d'austérité qui va être imposée au transport public, qui va se traduire notamment par une augmentation des tarifs et d'importantes pertes d'emploi. On parle d'un quart du personnel, d'une diminution d'un quart du personnel à la STIP entre 81 et 90. Métro 3, je l'ai dit, 6 stations exploitées dès 76 en pré-métro, de la gare du Nord à Lemonnier, et le modèle culturel Fordiste moderniste avec les premières mises en doute néanmoins, mais pas nécessairement écoutées. Il y a quelques ouvrages, quelques personnalités un peu emblématiques qui vont publier des critiques de ce modèle, la première étant Jane Jacobs en 1961 dans son ouvrage La mort et la vie des grandes villes américaines, où elle remet en avant la force de la rue, de l'espace public qui est mise à mal par ce modèle moderniste. Un peu plus tard, Jan Gehl, le célèbre urbaniste danois, publie un ouvrage qui s'appelle Life Between Buildings, donc la vie entre les immeubles, en disant voilà, c'est pas juste un espace de circulation, c'est aussi un espace de séjour, un espace de vie. Bien entendu, le rapport Meadows du Club de Rome sur les limites de la croissance, ou plus près de nous, en 1980, l'école urbaine de l'Arro sur des petits trams partout et tout le temps, qui faisait déjà émerger une autre vision, ou encore le colloque international de 1985 de l'agglomération de Bruxelles sur l'avenir du transport urbain. Enfin, je dirais que ces voix-là, ces voix critiques étaient présentes, mais peu entendues à l'époque. Alors, on en arrive à la deuxième séquence, 1989-2009. Alors, pourquoi ces dates 89, c'est la création de la région de Bruxelles-Capitale, et le passage d'une gestion nationale à une gestion régionale de la ville. Donc, c'est quand même un élément important, surtout au vu des budgets considérables que j'ai mentionnés tout à l'heure. 2009, c'est le bouclage de la petite ceinture en métro. On considère que c'est un peu la fin d'un cycle. 2008-2009, on verra, parce que la séquence suivante, j'aimerais la faire commencer plutôt en 2008. Vous verrez pourquoi dans un instant. Essoufflement, cette deuxième séquence est caractérisée par l'essoufflement du rythme de réalisation du métro. Donc, on est à 8 stations entre 1990 et 1999, à 6 entre 2000 et 2009, avec surtout l'extension vers Erasme, le bouclage de la petite ceinture. Mais donc, ce sont en quelque sorte des travaux un peu de finition par rapport au projet qui avait été imaginé sous l'État national. Il n'y a pas de nouveau projet véritablement. Et aussi essoufflement du rythme de conversion au métro. Donc on voit ici le temps qu'il a fallu, 7 ans pour passer du pré-métro au métro pour l'axe est-ouest, entre Schumann et, enfin c'était un peu plus, Mérode, je ne sais plus exactement, et de Brouckère. 16 stations à ce moment-là pour le passage. Aujourd'hui, 44 stations sur l'ensemble de ces lignes est-ouest. Petite ceinture, il a fallu 18 ans, entre 1970, l'ouverture de la première ligne de pré-métro et la conversion au métro, pour 12 stations, qui en font 15 aujourd'hui. Grande ceinture, il ne faut pas oublier que c'est aussi un projet de métro, les 4 stations qui se trouvent entre Boileau et Diamant. Elles ont été inaugurées en 1972.
parle plus aujourd'hui d'une métroification de ces axes, et le Nord-Sud qui compte actuellement 11 stations. Alors, comment qualifier cette deuxième séquence? On parle souvent de la fin d'un cycle, d'une période éventuellement de latence et de réflexion, et où, j'ajouterais, de lutte entre factions pour maintenir ou changer de cap. Alors, en termes de connaissances, on voit repoindre la surface dans le champ de la connaissance et de l'action avec d'abord l'arrêt du démantèlement de lignes de tram, puisque tout au long de la séquence précédente, on a supprimé des lignes de tram, celles qui étaient dans les rues les plus étroites, etc. Et aussi la création de nouveaux sites propres, à commencer par la rue de Staël à Uccle. C'était le début de la région de Bruxelles-Capitale. On avait un ministre des Travaux publics et des Communications. Donc c'est aussi intéressant de noter que ces deux compétences-là ont été réunies à partir du moment où la région s'est créée. Jean-Louis Theiss, 1985-1995. Et ça ne s'est pas fait sans polémique. J'ai ici le titre d'un article du Soir en 1990, un tramway nommé Discorde, pour parler de la création du site propre rue de Staël. Et puis après, le successeur de Jean-Louis Theiss, à partir de 1995, va remettre en cause sa nécessité d'avoir des sites propres différenciés, de rehausser les sites propres, rue de la Régence. Il y a eu toute une polémique autour de la hauteur que devaient avoir ces sites propres. Mais donc là, il y a quand même quelque chose qui se produit, il y a un début de changement. Et concernant le métro 3, on a une première étude qui est réalisée en 2000, donc ce n'est pas tout de suite après la création de la région de Bruxelles-Capitale, qui compare sur une série de critères, niveau de service, coût d'investissement, bilan d'exploitation, rentabilité socio-économique, 3 scénarios d'exploitation pour un futur axe nord-sud, soit un tramway moderne, donc avec des véhicules plus modernes, plus capacitaires, un métro léger, on pourrait dire un pré-métro avec un métro plus, un pré-métro plus, disons. On va revenir à cette notion dans un instant. Et puis, un métro. Alors, il y a deux... Donc, cette étude ne tranche pas, mais note toutefois qu'en ce qui concerne le scénario métro, son coût d'investissement, je cite, apparaît démesuré par rapport aux faibles avantages qu'il procure. Et d'autre part, une première phase limitée au tronçon central est de peu d'intérêt, car engendrant une multiplication des correspondances pénalisantes pour les usagers. De plus, cette solution implique par ailleurs la localisation difficile d'ateliers, dépôts, qui ne pourront se situer à proximité de la ligne dans un secteur central. Donc ça, c'est quand même une remarque intéressante qui ressort régulièrement aujourd'hui par rapport à demi-métro entre Albert et la gare du Nord, et donc qui était déjà noté en 2000 par cette étude Semani-Agora. Deuxième étude de l'AED, donc l'administration de l'équipement et des déplacements, qui est donc l'ancienne appellation de Bruxelles Mobilité en 2003, qui examine 9 tracés à faible profondeur d'extension du prémétro vers le nord. Et puis en 2004, une rencontre, une conférence et un ouvrage appelé STIP 2020 pour les 50 ans de la STIP, un ouvrage qui est coordonné par le regretté Olivier Collat, directeur du service études générales et stratégiques, qui était une figure qui faisait autorité au sein de la STIP jusqu'à sa maladie et son décès prématuré en 2009, dans lequel sont listés une série de projets. Donc c'est l'occasion pour les 50 ans de la STIP de réfléchir aux grandes tendances de la mobilité et la manière dont elle peut y faire face.
Il y a aussi une association momentanée impliquant MSA, donc c'est le bureau d'études de Benoît Maurice et Urba notamment, pour ce travail. Et donc, dans cet ouvrage, on semble vouloir donner la priorité à l'extension du réseau de surface, près d'une dizaine de propositions de nouvelles lignes y figurent, et à l'amélioration et la modernisation de l'offre existante, dont l'amélioration de la ligne de tram 55, qui nous intéresse ici, puisque le 55 correspond plus ou moins au tracé du projet de métro 3 de métro Nord. Et vous voyez dans la brochure donc, tout ce qui pourrait être fait pour améliorer la fluidité des tramways, notamment un réaménagement de la rue Gallet, et avec en variante, en petit, une variante en souterrain qui irait jusqu'à la case aux ours, mais dont on dit qu'elle poserait néanmoins la question de la bonne intégration urbaine des trémies du tunnel à leur sortie. Donc ce n'est pas la variante qui semble tenir la corde à ce moment-là. Les projets métro sont limités au bouclage de la petite ceinture, qui est déjà en chantier, un projet Trias entre la gare de Luxembourg et Uccle, et une antenne de la ligne 1 d'Ossegem à Berchem, donc des projets qui ont été abandonnés depuis. Donc on peut dire que cette phase-là n'apporte pas véritablement de nouvelles connaissances dans le souterrain. Toutes les connaissances acquises, les expériences, elles datent de la séquence précédente. Et on pourrait même dire qu'il y a une perte progressive d'expertise. Je reviendrai, ce sera mon deuxième point, avec notamment le détachement du service spécial d'études de la STIP dans l'administration, avec un détachement sous statut STIP, mais dans un cadre quand même qui déploiera moins d'esprit d'entreprise, je dirais, de la part de ce service. Et en même temps, l'émergence d'une science de l'espace public, appelons-la comme ça, avec, certains s'en souviendront, toute la controverse autour du réaménagement de la place Flagey dans les années 2000, après ce long chantier du creusement d'un bassin d'orage et la controverse autour du réaménagement qui va être fait et qui était aux mains de l'administration bruxelloise sans aucune concertation, etc. Donc il y a eu toute une mobilisation citoyenne autour de ça et ensuite un concours d'idées qui a été international, qui a donné à l'aménagement qu'on connaît aujourd'hui. Mais on peut dire que c'est une science de l'espace public qui, en tout cas à l'époque, intégrait peu le transport public de surface. Donc c'était deux choses assez éloignées l'une de l'autre. Les moyens d'investissement de cette deuxième séquence, bon là on est clairement dans une phase économique descendante qui était déjà entamée à la fin de la séquence précédente. Des budgets qui sont nettement moindres que précédemment, mais avec quand même un investissement important de la région de Bruxelles-Capitale dans la STIP qui va à l'époque mobiliser pratiquement 20% du budget total de la région, ce qui va permettre à la STIP d'augmenter son offre en place kilomètre, comme on dit, grâce surtout à l'augmentation des fréquences et de la capacité des véhicules. Pour répondre aussi aux besoins croissants, puisque en parallèle, on a connu un boom démographique à Bruxelles. Alors, comment qualifier le modèle culturel de l'époque ? Je dirais le modèle moderniste n'a pas disparu et le compromis se maintient, qui consiste à réserver la surface aux véhicules privés et le souterrain au transport public. Mais on a vu quand même qu'il y avait quelques mouvements, quelques bougées par rapport à ce modèle. Alors, troisième et dernière séquence, et je serai peu rapide sur les deux autres points, je pense que je suis encore plus ou moins dans les temps. Alors, comment qualifier cette séquence ? La fuite en avant hors contexte, point d'interrogation. Alors, on est quand même là dans quelque chose d'assez différent. Au niveau de l'état des connaissances, je dirais que je parlais dans la période précédente d'une lutte entre factions. Je dirais qu'ici, au sein de la STIP, c'est la vieille garde qui va reprendre le dessus.
et qui va en quelque sorte transmettre son testament pour le futur du métro à l'occasion de l'inauguration en grande pompe, en présence du roi Albert II, du bouclage du métro de la Petite Ceinture. Donc c'est un ouvrage qui retrace, donc je cite, retrace l'épopée du métro. Ce retour aux sources permet aussi d'éclairer le présent et de mieux appréhender l'avenir. Donc on voit clairement la mission que se donne cette vieille garde, pour ne pas les citer, Christian Dochy, qui était directeur du développement du réseau, Verhulpen, Bioul, etc., qui vont donc dans cette brochure Métrovision dire tout ce qu'ils pensent devoir être fait dans les années qui suivent. Il y a ce fameux projet Trias de dédoublement de l'axe est-ouest entre Mérode et la Petite Ceinture. Il y a une liaison qui doit être faite entre Uccle et le quartier européen. Il y a la conversion de l'axe de Grande Ceinture, pourquoi pas, il y a toute la place. Et la conversion de l'Albert Nord en métro et l'extension vers Evere d'abord et vers Uccle ensuite. Tout en sous-estimant le coût et le financement de cette question, parce que je vais vous citer ce que ces personnes nous disaient à l'époque, entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros pour les extensions programmées du métro à l'horizon 2030, donc tout ça, pas juste le métro 3. Alors pour ce qui est du financement, outre la région Bruxelles-Capitale et Belle-Iris, pour boucler le budget, d'autres pistes de financement, d'autant plus efficaces qu'elles se combinent, sont envisagées. Augmentation des budgets régionaux et fédéraux en faveur des transports publics, donc l'État fédéral notamment, implication d'autres niveaux de pouvoir, communes, Europe, création de structures financières intermédiaires entre la région et la STIP, permettant la mise en place de mécanismes de préfinancement, partenariat public-privé, levée de taxes en faveur de la mobilité, stationnement, péage urbain, de quoi plus que largement financer les extensions du métro. Page 244, c'est les 2 dernières pages du document. Autant dire que toutes ces pistes n'ont toujours pas trouvé d'issue aujourd'hui. Et il termine en évoquant, là on peut vraiment dire qu'on est dans la production d'ignorance ou de fausses connaissances, en disant voilà finalement la différence entre le coût du tram et le métro, c'est pas de 1 à 12 comme on dit souvent, mais c'est plutôt de 1 à 5. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un rapport de 1 à 25, voire plus, par rapport au métro Nord en particulier. Alors, on rentre... Combien? Ah, ça, c'est pas beaucoup. Bon, allez, je vais pas accélérer alors. Mais on rentre dans le vif du sujet là maintenant. Alors, 2012 et en réalité 2008 pour le lancement du marché, donc c'est pour ça que les dates sont importantes. Il y a ce fameux marché qui est public, qui est lancé pour une étude d'opportunité d'abord de l'extension du métro vers le nord. Donc c'est un marché intégré. Donc pour Frédéric parle toujours de péché originel par rapport à cette affaire, puisque le bureau d'études ou les bureaux d'études qui emporteraient le marché emporteraient par la même occasion toute la suite des études. Donc on a tout à fait intérêt à confirmer l'opportunité du métro pour pouvoir poursuivre par la suite jusqu'à la réception des travaux. Donc c'est une mission de longue haleine. Et donc il y a là manifestement un conflit d'intérêts évident. Alors, qui était à la manœuvre pour l'attribution de ce marché? Je pense que c'est quand même un point important à souligner parce qu'on a eu vraiment affaire à un alignement des planètes politiques à l'époque. On avait Loreton Konings qui était ministre fédéral en charge de Belle-Iris, donc c'est Belle-Iris qui lance ce marché public. On avait à la région le gouvernement Piquet, avec Pascal Smet comme ministre de la Mobilité. On avait la montée en puissance
Rudy Vervoort, qui était déjà bourgmestre des Verts et chef de groupe PS au Parlement bruxellois. Guy Van Engel, qui était ministre des Finances au VLD dans le gouvernement, mais qui était très proche aussi de Rudy Vervoort, puisqu'il a figuré à plusieurs reprises sur la liste du bourgmestre au niveau communal. Et donc, un accord entre socialistes principalement pour lancer cette étude d'opportunité qui allait légitimer en quelque sorte le choix du métro pour desservir le nord de Bruxelles. Le marché était attribué à un consortium qui s'appelle Bureau Métro Nord, dans lequel figure une série d'entreprises coordonnées par la multinationale Sweco. Donc on voit déjà là qu'on a externalisé une compétence qui était présente jadis dans l'administration, dans laquelle se trouve notamment TPF Engineering. Je ne fais pas de procès d'intention, mais voilà, il faut savoir quand même que c'est une société qui a été créée et dirigée par Thomas Spitals, qui était le fils de Guy Spitals. Donc on a quand même l'impression d'être un peu dans l'entre-soi avec ce consortium. Les rapports qui vont être publiés, donc le premier dont vous avez la couverture sous les yeux, sont non publics, en tout cas les rapports détaillés. Si vous allez sur les sites internet de ces différentes entreprises qui composent le bureau Métro Nord, il y a très peu d'informations. Voilà, après, il y aura encore d'autres événements, mais je vais passer très vite avec toute la production aussi de connaissances, on peut dire, à travers les outils planologiques qui sont nécessaires aujourd'hui pour mettre en place un grand projet de ce type-là, qui n'existait pas dans les années 60, PRD, Ploiris, Pras, etc. Jusqu'aux demandes de permis. On pourra revenir là-dessus éventuellement sur la difficulté aussi, le manque de consultation du public, de concertation avec des dossiers de plus de 7000 pages, etc. Alors, je dirais qu'au cours de cette troisième séquence, le projet de reconquête de l'espace public par le transport public et les modes actifs se poursuit en parallèle. Hein. Je dirais, il y a cette filière Jetoise qu'on pourrait appeler là, avec Jean-Louis Teiss au départ, mais Olivier Collat et toutes ces personnes qui et puis après le bourgmestre Hervé Doyen qui a repris un peu l'idée de cette extension du tram, cette nouvelle ligne de tram vers Jette à partir de Simonis. C'était un projet ancien qui était réalisé en très peu de temps finalement, une fois que la décision a été prise, qui était inaugurée en 2018, où l'expérience de la chaussée d'Ixelles, où il y avait, vous en souviendrez peut-être, un projet de tram 71 qui n'a pas vu le jour, mais qui a été remplacé par un bus en site propre, si on peut dire, en tout cas dans un espace partagé avec les piétons et les cyclistes sans automobile. Les réflexions qui ont été menées au niveau de l'Observatoire de la mobilité aussi sur le partage de l'espace public. Donc il y a des choses qui bougent, des expériences qui fonctionnent, qui sont mises en place. Et donc on pourrait dire que en termes de connaissances, on est là par rapport au projet de métro dans la production intentionnelle, stratégique d'ignorance, si on reprend les catégories de Mathias Girel autour du projet de métro 3, avec tout ce que j'ai pu dire. Donc, cette étude d'opportunité qui est biaisée, pas de publicité ni de débat public en amont, grâce à une bureaucratie puissante qui canasse un petit peu le débat, des procédures participatives ne facilitant pas la participation citoyenne. Et pour reprendre Mathias Girel, de moins en moins de science compte de plus en plus, en quelque sorte. Et en même temps, une science de l'espace public qui intègre le transport public se met lentement en place en parallèle, sans qu'il y ait pour autant encore de nouveaux compromis entre le souterrain et la surface. Au niveau des moyens d'investissement, on est entré, vous le savez, dans une phase de succession de crises financières, économiques, climatiques, sanitaires, où les finances publiques sont mises à mal, et ceci amplifié dans un contexte institutionnel bruxellois qui ne facilite pas la prise, la disposition de moyens
important. Donc, tarissement aussi du financement du projet de métro 3, puisqu'il y a eu un accord au départ lorsque Didier Reynders était en charge de Belle Iris dans le gouvernement Michel pour attribuer 50 millions pendant 10 ans chaque année du budget Belle Iris. 50 fois 10, ça fait 500. On est loin des 4 milliards nécessaires aujourd'hui, ou des 5 milliards même. Donc voilà, toutes les pistes que j'ai évoquées tout à l'heure sont toujours évoquées, mais aucune n'aboutit à ce stade. Modèle culturel, le modèle moderniste se fissure mais fait de la résistance. Un modèle alternatif tente d'émerger, basé sur la finitude des ressources, la sobriété et la robustesse, pour reprendre les propos d'Olivier Hamon. Est-ce qu'on serait rentré dans un âge de la maintenance? Est-ce qu'on pourrait rentrer dans un âge de la maintenance, c'est-à-dire un âge où il s'agirait avant tout de faire le choix entre ce qui tombe en ruine progressivement et qu'on souhaite garder, restaurer, rénover, ce qu'on va supprimer, ce pourquoi on va trouver des solutions innovantes. C'est un petit peu le message que le comité d'études sur les investissements publics qui vient de publier son rapport nous donne en disant si on veut arriver à la neutralité carbone, il faudrait investir 25 milliards par an, mais ce montant pourrait être moindre si des politiques incitant à la sobriété étaient mises en place, notamment dans le bâtiment, le transport, l'énergie. Voilà, on pourrait revenir là-dessus dans la discussion. Et sachant que voilà, les défis par rapport au gaz à effet de serre, par exemple, c'est 70% des gaz à 70% des gaz à effet de serre à Bruxelles sont liés au bâtiment, en fait, aux dépenses d'énergie dans les bâtiments. Et donc, l'étude d'opportunité du métro évoque une diminution de 0,6% de cette production de gaz à effet de serre au niveau de la région grâce au report modal que permettrait le métro 3. Est-ce que, si on met ça en rapport, est-ce qu'on pourrait gagner en termes d'isolation des bâtiments, de meilleure efficience énergétique? Voilà, qu'est-ce qui est le plus urgent finalement? Voilà, alors stop ou encore, on a eu un certain nombre de mouvements au niveau politique. C'est d'abord le PTB, avant les dernières élections, qui était un grand défenseur du métro et qui a changé, du métro 3, et qui a changé de position par rapport à ça. Olivier Maingain, tout récemment, on ne sait plus très bien ce qu'il représente comme parti, mais bon voilà, il doit renoncer il dit que la région doit renoncer à de grands projets, comme la poursuite du métro 3, et peut-être plus important encore, Christophe de Beuquelard, les engagés, un grand défenseur du métro, qui nous dit que voilà, je ne pense pas que le métro soit encore finançable. Alors pour le maire, ça sera peut-être encore possible de renoncer aussi puisqu'il n'était pas au gouvernement, mais voilà, le PS, ce sera plus difficile. Donc l'abandon du projet gagne du terrain, mais plutôt sur le ton du renoncement et de la nostalgie. Et on peut se demander quand l'expression positive d'un modèle alternatif interviendra. Alors, je vais essayer d'aller vite sur les deux autres points. Il n'y a que 12 quand même. Hein, donc, sur la perte d'expertise dans le souterrain, on pourra revenir là-dessus, hein, mais donc sur l'historique du passage sur le Palais du Midi, je vais pas détailler ça maintenant, on y reviendra si vous le souhaitez, sur le passage sur la gare du Nord, mais je vais tout de suite aux enseignements en termes de production de connaissances ou d'ignorance. J'aurais tendance à dire que deux problèmes de cette gravité ne sont pas le fruit du hasard. Il y avait deux chantiers indispensables et sur les deux chantiers, les ingénieurs se plantent. Donc, alors qu'il y a une série de mises en garde qui avaient été prononcées de la vieille garde. Alors c'est intéressant que dans ce document Métrovision dont j'ai parlé, ils ont publié, pages 36 et 37, un très beau schéma du sous-sol bruxellois et de la complexité de ce sous-sol et de toutes les techniques. Ça, c'est pour l'Est-Ouest, en fait, hein, de Brucker, Schumann,
de toutes les techniques, enfin les 6 techniques dont je vous parlais qui ont été utilisées. Et donc c'est un rappel pour les générations suivantes. Donc il part d'un sous-sol instable et gorgé d'eau. Van Deneuve, aussi un ancien, et Pierre Lacomte, dans la bataille de Stalingrad, signalaient les difficultés qu'il y aurait à passer sous le palais du Midi. La Commission royale des monuments et sites, en 2016, parle d'un ouvrage délicat à réaliser. Le rapport d'incidence environnementale en vue de la modification du PRAS mentionne aussi le fait que les différentes techniques de chantier peuvent, par mauvaise coordination, entraîner des désordres du bâti existant, compte tenu de la nature du sous-sol, en particulier lors du passage sous le palais du Midi. Et Bruno Clerbeau, le directeur du bureau d'études d'aménagement qui a fait cette étude, déclarait au magazine Médor là, en 2024 « N'importe qui connaissant la matière géotechnique pouvait parfaitement préjuger qu'on allait avoir d'énormes problèmes, notamment avec de l'injection de béton, qui était la technique utilisée, le jet grouting. » Et donc là, on arrive dans un cas mentionné par Mathias Girel, qui est un cas où nous ne savons pas parce que nous ne savons plus, en réalité. Ce qui induit évidemment une perte de confiance aussi pour la suite. S'il y a ces difficultés sur les 2 seuls gros chantiers de la conversion du tunnel existant, quelle confiance peut-on avoir pour le gros chantier du métro Nord avec passage sur l'hôtel de ville de la maison communale de Schaerbeek, etc. Dernier point, je vois dans l'assistance des personnes qui pourront en parler encore mieux que moi. Sur les alternatives, des associations ont mis en avant, je reprends les termes de... Je traduis ça dans les termes de Girel, la formulation d'ignorance intéressante, ou de savoir dont l'absence est préoccupante, autrement dit d'angle mort du savoir, ou de undone science, de la science qui n'est pas faite. Et ces associations ont le mérite d'avoir même fait des propositions alternatives. Elles ne sont pas contentées de critiquer. C'est une forme de citizen science, même si la notion de citizen science est un peu plus large que ça. Il y a eu la City Vision en 2009, mais surtout le Prémétro Plus en 2023. On pourra en parler plus en détail avec vous dans un instant. Alors, je paraphrase toujours Mathias Girel, c'est parce que cette science qui n'est pas faite est menée en dehors des circuits habituels qu'elle est stigmatisée comme de la science pas vraiment faite, puisqu'elle n'est pas réalisée par ceux qui ont la légitimité de la mener. Qu'elle est critiquée aussi violemment, car elle engage, je cite encore Girel, au moins une voix ou un intérêt qui rend les lacunes actuelles du savoir manifestes et parfois insupportables. On voit le temps qui était consacré par la STIP à critiquer la Cityvision, la publication d'une brochure en papier glacé pour dire tout le mal qu'il en pensait, et la même chose par rapport au Prémétro Plus. Sans me prononcer sur ces propositions, j'examine ici un peu de manière... méta, ce qui se passe. C'est aussi, ces alternatives font l'objet de rétention d'informations. Et Frédéric pourra encore mieux rappeler les demandes récurrentes que la Commission régionale de la mobilité, qu'il co-présidait, a fait à la STIP pour avoir des informations concrètes sur la surcharge du Nord-Sud, sur la surcharge à la ligne 55, les refus systématiques, les lenteurs pour avoir ces chiffres, le refus aussi de faire appel à des expertises indépendantes. Pourtant, créer ce que Calon, Lascoum et Barthes en 2001 déjà appelaient des forums hybrides, experts citoyens, serait intéressant pour sortir la connaissance de son confinement et injecter de la démocratie dialogique, ou démocratiser la démocratie, comme il disait. Donc, quels seraient les dispositifs que l'on pourrait mettre en place pour sortir un peu de cette impasse? On a quand même le sentiment que le renoncement officiel au métro Nord, à tout le moins,
semble la condition nécessaire pour rouvrir un champ de recherche autour des alternatives au métro 3, parce que sans cela, les porteurs du projet semblent tenus d'entretenir une production intentionnelle stratégique d'ignorance. Même les demandes du gouvernement en 2023 d'étudier des alternatives, ne fût-ce que provisoires, au retard de la mise en service du métro, ne sont pas vraiment suivies d'effet. Je paraphrase encore Mathias Girel, car elles pourraient freiner la production future de connaissances potentiellement indésirables par les porteurs du projet. Or, et je terminerai par là, l'ignorance crée un préjudice important. Les effets d'inaction sur la ville, sur les usagers, sur les finances publiques est considérable. J'avais noté ici 2-3 éléments sur ces fameuses pistes de renforcement de mobilité de surface qui ont été demandées par le gouvernement et qui sont restées lettres mortes jusqu'à présent, pour en arriver tout de suite à la conclusion et de rester quand même dans les temps. Donc en résumé, finalement, sur les 3 thèmes que j'ai abordés, donc sur l'opportunité du métro, on a une succession de types de mécanismes de production d'ignorance. Donc, séquence 1, production d'ignorance structurelle non intentionnelle. C'est une ignorance un peu comme effet. On a occulté, on a laissé de côté tout un champ de connaissances, mais bon, voilà, pour des raisons qui semblaient tout à fait légitimes à l'époque, au contexte de cette époque-là. Deuxième séquence où on a plutôt une latence dans les connaissances, voire même une régression dans les connaissances, et on sent des choses qui bougent et une lutte entre factions pour un changement de paradigme avec un retour progressif de la surface dans le débat public. Et puis, dans la séquence dans laquelle nous nous trouvons maintenant, une production très clairement intentionnelle, stratégique, d'ignorance, dans le sens où on va essayer de démonter à tout prix tout ce qui pourrait contrecarrer le projet. Donc, on est vraiment dans une posture de faire avancer le projet coûte que coûte, que ce soit à travers des méthodes d'occultation, de secret, etc. Sur la perte d'expertise dans le souterrain, on a très clairement affaire à une ignorance par perte de connaissances antérieures. Et sur les alternatives, une production intentionnelle stratégique d'ignorance, d'une part, et passe aux associations, une identification d'angle mort du savoir. Alors, comme le disait Mathias Girel, ces différents mécanismes ne sont pas exclusifs les uns des autres, ils peuvent coexister. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire à ce stade. On pourra communiquer éventuellement la liste des références que j'ai citées et je vous remercie pour votre attention. Ouais.